Bienvenue sur le site Al-Awraq. Nous avons l'habitude d'organiser des débats, des échanges avec des écrivains et écrivaines franco-marocaines. Nous avons déjà débattu avec Si Mohamed Nidali autour de son avant-dernier roman, Le poète de Safi. Aujourd'hui, on va essayer d'échanger avec lui sur des thématiques relatives au sujet qu'il a traité dans son texte « Il fait nuit chez les Berbères ». Bienvenue, Si Mohamed. Merci, Saïd Mjid, pour l'invitation au site Awraq. Donc, on a déjà présenté le parcours ou le cheminement des écritures et des textes que Si Mohamed a signés. Il a un actif très riche en termes de romans. Il a écrit 10 romans. Le premier roman, c'était Morceau de choix. Et le dernier roman qui fera l'objet de notre discussion et débat, qui est Il fait nuit chez les Berbères. Il a également écrit un essai en langue française et 2 romans en langue berbère. Si tu permets, Si Mohamed, je voudrais revenir sur des thèmes que je propose comme sujet d'échange sur ton dernier roman, Il fait nuit chez les Berbères. Et ces sujets sont relatifs à la culture, l'acculturation, et puis la machine d'endoctrinement. Et puis on va échanger sur le rapport, la différence et la distinction, s'il y a distinction entre roman et essai. J'ai lu ton texte 2 fois, je l'ai lu attentivement. Mais ce qui m'intéresse, c'est de ne pas reproduire ce qu'il y a écrit, c'est-à-dire reproduire le récit. Ce n'est pas notre sujet, parce que c'est ton lecteur, il a la liberté de lire ton texte et de découvrir ce qui lui parle dans ce texte. Et ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est d'essayer de nous focaliser sur des thèmes que je trouve intéressants et sur lesquels tu peux nous apporter davantage d'éclaircissement. Je suis partant. D'accord. Donc, parmi ces thèmes, il y a le thème de la culture. La culture ici, elle est liée à la langue. Le fait que tu as écrit d'une manière, je dirais, très très pointue, très précise, et qui vise cette relation entre la culture et la langue. Parce que dans Il fait nuit chez les Berbères, on est dans une géographie qui parle amazigh. Une géographie à laquelle on assigne, on attribue des noms en amazigh. C'est une géographie, comme je dis, elle parle amazigh. Et dans ces mots, il y a cette connotation qui renvoie à une histoire, à une culture, à une localité qui n'a pas vraiment de différence et pas trop de différence entre d'autres localités marocaines. Et donc, le fait de choisir ces mots en langue amazigh, personnellement, me parle. Quand tu écris ici Ndem,
ça, pour moi, c'est une référence à Hizi. Hizi sind kurd, die sind Jorant. Et donc, il y a toute une richesse derrière cette géographie qui parle amazigh. Mais ce qui m'intrigue, ce qui me fascine de plus, c'est que cette géographie ne se limite pas dans son aspect, je dirais, naturel. Mais il dépasse cet aspect naturel pour assigner à cette géographie une connotation culturelle. Et quand on dit un thème, c'est le poète. C'est-à-dire on commence à s'installer dans un contexte culturel parce que cette terre-là qui parle amazigh assigne à la culture une connotation de créativité. Est-ce que tu partages avec moi cette analyse? Oui, je la partage en bonne partie. La langue, de toute façon, la langue n'est jamais une entité innocente. Elle est toujours porteuse d'une culture. Hein. Quand on apprend le français, il est inévitable que l'on apprend aussi, qu'on le veuille ou pas, que ce soit le sujet ou pas, que l'on apprend aussi la culture française, voire l'histoire française. Donc la langue, c'est un outil de communication, mais aussi un outil de transmission de la culture, de l'histoire, de tout un peuple, etc. Au niveau des noms que tu as cités, par exemple, Tizi Ouzou, Tizi Ouzou, Tizi Fri, etc., là, je n'ai pas fait vraiment d'efforts. Je me suis contenté de reproduire des noms qui existent déjà. Et bien sûr, c'est des noms, ce n'est pas des noms qu'on a donnés comme ça, sans réflexion. Il y a toujours une histoire derrière chaque nom. Tizi Ouzou, c'est-à-dire le col des poètes, si on veut traduire ça en français, c'était à la base un endroit où se retirait le poète, une retraite, un repère, où se retirait le poète pour communiquer avec ses muses, hein, c'est-à-dire pour chercher l'inspiration. Et les poètes berbères ne sont pas différents des poètes d'autres langues et d'autres cultures. Ils ont besoin aussi de travailler leurs textes. Hein, ils se retirent dans un endroit pour réfléchir, pour construire leurs textes. C'est un travail dans longue haleine qui a besoin de silence, d'isolement, de concentration. Ce sont les conditions de l'inspiration, les principales conditions de l'inspiration. Et d'ailleurs, Tizi Ouzou existe réellement. Je ne fais que reproduire ça dans mon livre. Tizi Fri aussi, tu as parlé également de Tizi Ntra'am, etc. C'est des noms tout à fait courants chez les Amazirs, aussi bien du Rif, du Main Atlas que du Sud, du Haut Atlas et du Sus. Parce que quand je parle de ça, moi je me situe dans une position de lecteur. Et derrière moi, il y a toute une histoire d'une tribu amazigh et qui, quand je lis, je sens qu'il y a toute une communication de ma tribu avec cette tribu-là, avec cet endroit où tu t'inspires, et cet endroit qui est l'objet du texte. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de savoir que tu retrouves un peu tes origines amazighes à travers le texte. Tu retrouves la culture, cette culture amazigh. Et donc ces échos, c'est l'un des objectifs de tout écrivain, c'est de susciter cet intérêt et de voir d'aller plus loin pour trouver des parallèles avec le lecteur, pour trouver des terrains d'entente, des terrains d'équivalence avec ses lecteurs au niveau de la culture, au niveau de l'histoire, au niveau de la langue, etc. Oui, ça me fait plaisir. Donc, on prolonge le débat et passer de la culture à l'acculturation. Et ça, pour moi, c'est
c'est très intéressant de faire une petite définition de l'acculturation par rapport à la culture. Parce que dans l'acculturation, il y a le mot culture. Et donc, l'acculturation, c'est cet ajout à une culture donnée. Et cet ajout-là peut avoir des impacts peut-être positifs, peut-être négatifs. Et donc, dans cette dynamique du récit, on retrouve l'acculturation comme étant une forme qui permet à la trame de se constituer, qui permet aux événements de se passer d'une manière fluide, et en même temps, il y a toujours le côté culturel qui est déterminant là-dessus. Donc, il y a dans cette acculturation un certain changement. Le changement qu'a connu cette géographie-là, le changement qui s'est fait par l'électricité, qui s'est fait par ces nouvelles technologies d'information et de communication et des réseaux sociaux. Donc il y a le portable, il y a le parabole. Et dans ce changement vit le contraste. Comment ça? Quand tu parles, tu écris dans ton récit le personnage là qui était surpris par sa femme en train de regarder un film pornographique, et soudain il change de chaîne. Donc du porno à la chaîne de télévision Iqra qui diffuse des versets coraniques. Donc il y a tout un changement, mais dans ce changement, il y a le contraste. Donc, est-ce que ce changement, cette dynamique de changement a eu un impact sur le déroulé du récit? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Il y a plusieurs questions. Je vais commencer par celle concernant la culture et l'acculturation. Tu as parlé d'ajout, c'est-à-dire qu'une culture qui arrive, qui s'ajoute à la culture déjà existante, qui se greffe sur cette culture déjà existante. Ça peut être un ajout, ça peut être un enrichissement dans ce cas, mais l'acculturation, à mon avis, ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller jusqu'à la négation de la culture existante. C'est de grands remplacements. On va remplacer une culture par une autre culture, ce qui est le cas de cette région dont je parle, et le cas de tous les Berbères, de tous les Amazirs de ce pays et de l'Afrique du Nord en général. Donc, l'acculturation a fait que la culture arrivée de l'extérieur a pris de plus en plus de place jusqu'à écarter complètement la culture originelle, celle des Berbères. Et ça peut aller même jusqu'à parfois à la négation de la langue. On voit dans des familles berbères, ça me fait très très mal, moi, quand je vois ça, des parents amazirs qui communiquent, qui parlent avec leurs enfants la langue arabe. Ça, c'est la forme la plus dangereuse de l'acculturation, parce que il enterre définitivement la langue des autochtones, la langue originelle. Voilà. Donc l'acculturation, c'est toujours négatif, hein, c'est rarement un enrichissement. Et c'est, dans le cas des Amazirs, c'est beaucoup plus que ça, parce que eux, ils ont une culture, et là je ne t'apprends rien, ils ont une culture émancipée, ouverte sur le monde, libre. L'Amazir lui-même, la traduction du mot Amazir en français, c'est l'homme libre, égalitaire, juste, qui respecte les minorités,
etc. Je peux donner quelques exemples. Ouais. La culture amazigh, elle est largement en avance sur les cultures occidentales. Je ne comparerai pas avec les cultures orientales, mais je parle de celles que l'on considère aujourd'hui comme étant l'exemple, comme étant les plus évoluées, c'est-à-dire les cultures occidentales. Eh bien, la culture amazigh, elle est largement beaucoup plus évoluée, par comparaison avec les cultures occidentales. Je donne quelques exemples concrets. Les questions pour lesquelles les peuples orientaux, les peuples arabo-musulmans, les associations des droits de l'homme se battent aujourd'hui, par exemple l'égalité homme-femme, elle existe chez les Berbères depuis des millénaires. L'égalité homme-femme existe. Et d'ailleurs, les Berbères avaient des femmes reines, des femmes qui dirigeaient de très grandes entreprises, voire des chefs d'armée. Donc l'égalité homme-femme a toujours existé chez les Berbères, ce qui n'est pas le cas dans la culture arabo-musulmane. La polygamie est interdite, formellement interdite chez les Berbères depuis toujours. La polygamie, c'est un crime passible de peine. Ça l'était depuis des siècles. Quoi d'autre? La peine de mort, par exemple. La peine de mort n'existe pas chez les Amazighs. Si tu regardes un peu Azef, qui est le code pénal amazigh, eh bien, la peine de mort n'existe pas. D'ailleurs, le seul peuple au monde où chez qui il n'y a pas de prison, il y a des façons très intelligentes pour sanctionner, pour punir celui qui a commis une infraction ou un crime. Très, très intelligentes, très évoluées. Et moi, quand j'ai découvert Azef, j'étais émerveillé. Je me suis dit que c'est quand même un gâchis que le Maroc ait omis toute cette culture si intelligente, si ouverte, si émancipée, pour la supplanter par une autre moyenâgeuse, largement... il y a beaucoup de violence, beaucoup d'inégalités, beaucoup d'injustice. On va revenir sur la question de la langue, parce qu'elle me paraît très intéressante dans ton récit et fait nuit chez les Berbères. Mais je voudrais continuer avec toi sur ce volet-là de la culturation. Et en tant toujours que lecteur, j'ai repéré dans cette acculturation la fonction et le rôle de la mosquée. Avant, la mosquée était non seulement un lieu de culte, mais aussi un lieu culturel. C'est-à-dire que dans ce lieu, on cultivait ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie participative, ou la démocratie locale. Parce que dans ce lieu, on se concerte sur la chose locale qui intéresse la tribu. Mais avec ce changement acculturel, si j'ose dire, la fonction de cette institution s'est métamorphosée en fonction purement religieuse et politique. C'est là aussi, à mon avis, un aspect de cette acculturation négative. C'est une question très importante parce qu'il en soulève une autre qui est fondamentale dans l'histoire des Amazighs. C'est ce qu'il y a en islam, on appelle ça l'islam amazigh. Les Amazighs ont adopté l'islam et pour eux, l'islam, c'est les 5 piliers, Arkan al-Khams. Ouais. Et ça s'arrête là. Ouais. Pour tout ce qui est gestion des affaires publiques, ouais, etc., ils se réfèrent à Azef encore, c'est-à-dire le droit amazigh. Ouais. Le droit amazigh. Et la mosquée, comme tu l'as bien dit, c'est l'endroit où se règlent, où se gèrent les affaires publiques
hein, dans ce que tu appelles la démocratie participative, toute la tribu participe, discute et trouve des solutions. C'est là où se règlent les problèmes, les conflits entre les gens. C'est là où l'on trouve des solutions. Et la mosquée jouait ce rôle. C'est l'islam berbère. Après la prière, les gens ne parlent pas de religion. Ils passent à la gestion de leurs affaires, des affaires du village. Mais malheureusement, cette fonction de la mosquée ne va pas durer longtemps avec la montée de l'islamisme, au début des années 80. Ça a commencé le lendemain de la révolution iranienne, en 1979. Donc l'islamisation de la société a fait que la mosquée n'a plus ce rôle d'agora. Il est devenu un endroit de pratique du culte, mais aussi de diffusion d'idéologie islamique, voire islamiste. Et c'est une évolution très négative. Et on en voit les conséquences aujourd'hui. Exactement. Je voudrais enchaîner avec toi sur le troisième thème, et qui me paraît très bien travaillé dans ton écrit. Et on va illustrer ça en échangeant et en débattant sur cette question. Donc, il fait nuit chez les Berbères est à mon avis une démonstration d'une grande capacité de déconstruire ce que j'appelle une machine d'endoctrinement. Ma question, si tu veux, émane d'un étonnement, si tu veux, d'ordre philosophique. D'où vient cette capacité de déconstruire toute une machine et ce que l'on sait de cette machine infernale, c'est qu'elle est opaque. Et donc, dans le texte, il y a cette déconstruction et qui est très, très pertinente. Et en plus, il est très argumenté. Donc, si tu veux, d'où vient cette capacité? Enfin, il vient de la réalité, parce que la réalité, elle est beaucoup plus forte que toutes les idéologies. Tous les courants politiques, religieux, qui ont cherché à aller à contre-courant de la réalité, ils se sont cassés la gueule. La déconstruction dont tu parles vient du fait, tout simplement, que avec le temps, les gens se rendent compte que l'idéologie islamiste ne mène à rien et qu'il les fait revenir au Moyen-Âge et qu'ils n'y apprennent rien et puis ils s'isolent de plus en plus, non seulement des intellectuels, de la culture du pays, etc., mais ils s'isolent du monde entier. Et c'est comme si le train passe et eux, ils le regardent passer. Donc la déconstruction, elle vient du fait que l'idéologie islamiste s'est heurtée à la réalité et que les promesses que font les responsables de l'endoctrinement et de l'embrigadement ne se réalisent pas et que la réalité va à l'encontre, même la réalité infirme toutes leurs déclarations, toutes leurs promesses, toutes leurs pensées, toute leur philosophie, on va dire, entre parenthèses. Hein. Et ça finit par un échec lamentable. Quand on a un brin d'intelligence, on comprend très vite. Le problème, c'est que les gens, très souvent, ils ne sont pas cultivés, ils n'ont pas les outils intellectuels pour analyser le discours islamiste, ils ne peuvent pas
Donc, et puis il y a cette crainte de Dieu, entre parenthèses, de Dieu prôné par les idéologues islamistes, qui fait que les gens se taisent, ou ils se couchent ou se taisent. Et dans les deux cas, c'est très dangereux pour eux-mêmes et pour leur culture, pour leur histoire et pour leurs enfants. Donc, je crois que c'est une idéologie qui a fait son temps. Pas seulement au Maroc, je le vois en Arabie Saoudite, par exemple, le berceau même du wahhabisme. Eh bien, les Saoudiens sont en train de se séparer, de faire leur coming out, de dire, bon, on a vécu jusqu'ici dans une idéologie prônée par les Américains pour combattre l'expansion du communisme en Afghanistan, etc., mais qui n'a pas de fondement dans la société parce qu'il n'a aucun lien avec la réalité des gens, la réalité de la vie des gens. Et donc j'ai essayé de traiter ça à travers l'histoire que je raconte, à travers le choix des personnages, avec l'espoir que ces gens dont je parle ici, dont je raconte l'histoire, lisent ce livre un jour ou l'autre et qu'ils comprennent qu'ils sont sur une très mauvaise voie et qu'ils ont une culture riche, qu'ils doivent une très belle langue, une culture riche et très évoluée et qu'ils doivent la mettre en avant. Et d'abord la ressusciter parce qu'elle est pratiquement morte, et ensuite la mettre en avant, l'apprendre à leurs enfants, faire en sorte que cette langue amazigh, qui est l'une des plus belles langues, je sais de quoi je parle parce que j'en ai appris pas mal, l'une des plus belles langues au monde, et d'ailleurs très très simple, très facile à apprendre, de l'aveu même des écoliers. Moi j'ai discuté avec des écoliers qui apprenaient la langue amazigh, et ils étaient tous unanimes, c'est une langue très facile à apprendre. Pourquoi je fais cette remarque? Parce que quand je lis le texte, il y a des fois où je me dis que peut-être je suis devant un essai, et pas un roman. Il y a le détail, il y a les informations, il y a un travail d'investigation, des recoupements des faits, il y a le retour à l'histoire, le retour au texte, il y a tout un travail minutieux qui décortique, à mon avis, cette machine, il la met en pièces, en pièces détaillées. Donc, on détaille, il y a une machine et on essaie de la déconstruire tout en se focalisant sur les côtés négatifs et les contradictions et qui régissent cette machine. Et ça, pour moi, c'est un travail de minutieux, un travail très bien fait. Et c'est là où peut-être il y a ce chevauchement, ce rapprochement entre l'essai et le roman. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, et là on revient à la question de la langue. Tout d'abord, Omar, il est victime de ce contraste. Pourquoi il est victime de ce contraste? Parce que Omar est issu d'une autre langue, il est issu d'un autre milieu, il est issu d'une autre entité différente à ce qu'il vit actuellement, soit à Casa, soit à Salé. Et donc, lui, il représente en quelque sorte ce contraste de cette machine. Et dans ce contraste, il y a la question de la langue. Dans un ouvrage collectif qui s'appelle la guerre des langues aura-t-elle lieu au Maroc, quelque chose comme ça. Et l'on traite de la question de la langue. Parce que Omar, il représente cette
une certaine fausse supériorité d'une langue que prône Abu Marwan, qui est l'arabe classique, et qui prétend que c'est la seule langue qu'elle doit régner. Et la mission de Omar, c'est de faire propager cette langue auprès de sa tribu, auprès de Tizi Ouzou. Et donc, dans cette machine, il y a cette contradiction. Est-ce que tu partages ton analyse? Alors, il y a deux questions dont ton intervention est là. La première concerne cette dichotomie roman-essai. Je n'y ai pas fait attention, j'avoue que je n'y ai pas fait attention. Et ça me fait plaisir que tu aies attiré mon attention sur ça. C'est vrai que quand on regarde la thèse principale du texte, c'est une thèse qui se prête plus à l'essai qu'à la fiction. Mais je crois qu'il y a une part de l'essai dans toutes les histoires, quand elles sont des histoires réelles et réalistes, quand c'est une littérature naturaliste, réaliste, il y a toujours matière à essai. C'est un essai, on parle d'un essai à la base, d'une idée de l'essai, au moins d'une idée de l'essai à la base, pour construire une histoire autour. C'est peut-être un roman à thèse finalement, je n'y ai pas fait attention, parce que j'avais d'autres chats à fouetter en écrivant. Les écrivains, ils ont d'autres soucis que de chercher les liens ou les points communs ou les points de rencontre avec d'autres genres d'écrits comme l'essai ou autres. Moi, je n'y ai pas fait attention, mais ça me fait tout à fait plaisir que le livre traite un peu traite à la fois un sujet qui est un sujet par excellence de l'essai, et en même temps une histoire qui est tout à fait une histoire romanesque qui relève de la littérature. Voilà, c'est ça, c'est pour la première question. La deuxième, il concerne la langue. Omar, c'est le personnage, c'est pour les lecteurs, pour les spectateurs. Omar, c'est le personnage principal dans le roman, et c'est la première victime de l'acculturation. Et il va être la victime de l'acculturation, mais en même temps, sa situation va s'aggraver parce qu'il va servir de courroie de transmission pour diffuser cette acculturation auprès des siens une fois de retour dans son village natal, Tizi Ouzou. Abu Marwan prend la langue arabe, et pour lui, c'est la seule langue qui mérite d'exister. Les autres ne sont que des dialectes et doivent disparaître. Il se trompe parce que la langue arabe dont il prône la supériorité n'existe pas en fait. Aucun peuple, même parmi les Arabes, ne parle pas cette langue arabe classique, la langue livresque. Chacun a son dialectal, chaque pays, du Maroc au Yémen, a son dialectal, sa langue à lui. L'arabe classique, c'est l'arabe du livre. Personne ne le parle réellement dans la vie quotidienne. Mais Abu Marwan n'est pas le seul. Les Abu Marwan existent dans l'histoire du Maroc, dans tous les domaines. En politique, on peut citer l'Al-Fassi, par exemple, a tout fait pour défendre exactement la thèse d'Abu Marwan, celle qui consiste à faire dominer la langue arabe sur les autres, voire à éradier complètement les autres langues du pays. Surtout la langue amazigh qui est la première langue du pays, la langue originelle. Mais Abd Jabri n'a pas fait autre chose. Il a continué. Moi j'ai lu un texte de lui, je me souviens, où il disait que la langue amazigh et les autres dialectes doivent disparaître au profit de la langue arabe. Bon, ils se sont trompés.
ils se sont trompés parce que, là encore, ils se sont heurtés à la réalité. La réalité, c'est l'entité la plus importante. Et tous ceux qui cherchent à vaincre, à aller au-delà de la réalité, ils se cassent la gueule. Quelle que soit leur thèse et quelles que soient leurs intentions. Voilà, donc Omar, il est la victime facile parce que d'abord il n'est pas scolarisé ou très peu scolarisé, donc il n'a pas les capacités intellectuelles d'analyser, de comprendre déjà ce qu'on lui propose. Et puis il y a bien sûr aussi la misère. La misère pousse certains de nos concitoyens à pactiser avec le diable, pas seulement avec les idéologies étrangères. Voilà. Intéressant. C'est toujours dans cette dynamique de déconstruction de la langue, surtout la langue qui prétend être la langue qui doit dominer, qui doit être la langue que tous les Marocains doivent parler parce que elle est issue d'une religion qui est l'islam. Pour moi, le fait de dire que la langue, comme le prétend Abou Marwan, la langue arabe classique ou la langue arabe prise dans les écoles représente l'islam, c'est une, comme tu l'as dit, c'est une fausse déclaration, si j'ose dire, parce que même dans la langue arabe, il y a le côté moderne, il y a des écrivains qui écrivent pas forcément en lien avec la religion, ils écrivent des textes qui modernisent l'arabe à travers la poésie, à travers le roman et à travers des écrits qui prônent la liberté, qui prônent le choix et qui prônent la créativité. Et donc, ce n'est pas le fait de dire que l'arabe classique représente l'islam. C'est une idée fausse et que la réalité, comme tu as soulevé, a démenti. C'est toujours dans cette optique, si tu me permets, c'est les expressions aussi, les expressions que veut Marwan inculquer à Omar et que Omar a répété sans vraiment comprendre les dessous, non seulement religieux, mais politiques aussi. Et quand il répète l'expression aussi sûr que la Kaaba est le centre du monde. Ça, c'est le fonctionnement de la machine. Comment fonctionne cette machine d'endoctrinement? Ce qui fait que c'est une machine infernale. Ce n'est pas quelque chose de léger. C'est quelque chose de très consistant à décortiquer. Et aussi cette expression, grâce à Allah et son ultime messager, prière et salut sur lui, je t'ai trouvé un travail. Regarde, même dans la structuration de la phrase, il y a toute une partie qui est dédiée à la force divine. Mais l'essentiel, il s'est exprimé par 1, 2, 3, 4, 5 mots. Je t'ai trouvé un travail. Il n'y a pas le pragmatisme ici. Il y a que ce n'est pas, comme si il disait, ce n'est pas moi qui t'ai trouvé du travail, mais c'est Dieu qui s'en occupé. Et donc, tu vois là, la machine, comment elle fonctionne.
Ouais, c'est une machine dangereuse, tu l'as bien dit. Parce que ce n'est même pas les faits qui importent, c'est la formule, les mots qu'on utilise pour en parler. Exactement. C'est pas le fait ce n'est pas le fond qui compte, c'est la forme. La langue. C'est la langue. C'est la langue qui compte. Et la langue, c'est le meilleur moyen d'endoctrinement. Tout endoctrinement passe d'abord par la langue. Quand on sait la manier, comme c'est le cas d'Abou Marwan dans le texte, quand on la maîtrise, on peut aller très très loin dans l'endoctrinement et très facilement. Très facilement. Et d'ailleurs, Omar était réticent à la base, il ne voulait pas se lancer dans l'endoctrinement parce qu'il n'avait pas la culture suffisante, la culture religieuse suffisante, il ne connaissait pas suffisamment le texte, il ne connaissait pas le hadith. Et Abou Marwan lui a proposé invente, tout simplement. Tu peux inventer, ou tout simplement menace de mort, des menaces de mort, des menaces d'enfer, etc. Quand tu n'arrives pas à discuter, à opposer l'argument à l'argument, à être convaincant par l'argumentation, tu peux inventer et tu peux inventer tout simplement menacer la personne de mort et lui prédire un avenir dans l'au-delà, un avenir terrible dans l'au-delà. Oui, je crois fermement, tu l'as dit au début, que la langue est le meilleur outil d'endoctrinement et d'embrigadement des gens, surtout si ces gens-là n'ont pas suffisamment d'outils intellectuels pour filtrer, pour filtrer le bon grain du mauvais. Et c'est le cas de Omar, mais c'est le cas de l'écrasante majorité des jeunes et des moins jeunes, pas seulement les jeunes, même les moins jeunes. Pour revenir à la langue arabe, je suis tout à fait d'accord avec toi que la langue arabe n'est pas la langue exclusive de la religion. D'ailleurs, elle a existé avant la religion. Et on a des textes d'une beauté extraordinaire. Le Mu'allaqat Saba. Mu'allaqat Saba, c'était bien avant l'arrivée de l'islam, etc. C'est des poètes extraordinaires qui ont écrit des textes aujourd'hui encore, que tout le monde, devant lesquels tout le monde s'émerveille encore aujourd'hui. Sauf que les islamistes cherchent ils font des mains et des pieds des pieds et des mains pour écarter toute la culture que porte la langue arabe et pour en faire une langue exclusive de l'islam. Voilà. Ça, c'est une erreur grossière parce que ça appauvrit cette langue. Ça appauvrit énormément cette langue qui, à la base, est une langue très riche. Très, très riche. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Avant d'échanger sur cette question de l'essai du roman, je voudrais simplement, outre les thématiques qu'on a discutées et qui font la richesse de cet ouvrage, moi je trouve qu'il y a d'autres aspects que peut-être d'autres lecteurs vont découvrir et que j'ai découvert à travers deux romans. Le premier roman qui est, je me rappelle pas exactement, mais je vais te dire et après tu vas me corriger et mentionner l'ouvrage en question. Il y a deux choses sur lesquelles on a déjà discuté, c'est la question du rire. C'est la question du rire aussi. Et cette question, c'est l'une des choses parce que maintenant, quand je te lis, je sais que je m'attends à quelque chose qui allait me faire rire. Ça, c'est écrit. Parce que c'est en quelque sorte une situation psychique du lecteur.
Parce que la situation normale d'un lecteur, c'est quelqu'un qui lit, qui suit le cours des événements, qui suit le texte jusqu'à la fin, discute avec lui, essaye de faire le lien avec les idées qu'il a acquises avant et faire cet aller-retour, si tu veux, herméneutique. Mais là, il y a des choses qui te surprennent dans ce parc. C'est que tu lis des phrases qui te font lire. Et pour moi, c'est une récréation. C'est un repos. Un repos pour moi, pour rire un peu et puis continuer la lecture. La deuxième chose, c'est que la remarque que j'ai faite tout à l'heure, c'est que j'ai découvert que tu as un intérêt à la politique française, à travers des personnages et à travers des choses liées à la politique française. La première chose, c'est que dans un des textes, j'ai lu que tu as cité Jean-Pierre Raffarin. C'est-à-dire que tu as... C'était dans le poète de sa vie. C'était dans le poète de sa vie. Et la deuxième chose, toujours dans cette idée du fait que tu t'intéresses à la politique française, simplement pour corriger aux lecteurs qui ne s'intéressent pas à la politique française, c'est que tu as, comme on dit, au Parlement français, tu as déguiné le 49.3. Et ça, c'est moi qui suis un peu les informations sur les chaînes de télévision françaises, je me suis dit qu'il y a là un intérêt qu'il porte à la politique française. Question. J'ai absolument rien à dire, c'est tout à fait la vérité. Alors, là encore, ce sont deux questions. La première, elle porte sur le rire et l'humour dans le texte. Tu as utilisé un mot très précis que je partage tout à fait, c'est le mot récréation. Parce qu'un roman, c'est toute une vie. Ouais. C'est 300 pages, voire plus. Ouais. Et il faut qu'il y ait de tout. On ne peut pas raconter un sujet lourd, traiter un sujet lourd comme celui-ci, de la première page à la dernière. Ce serait une corvée terrible pour le lecteur de se le taper du début jusqu'à la fin. Il faudrait quelques moments de récréation. Là, je reprends encore ton mot, quelques moments de récréation qui permettent au lecteur de souffler un peu, de respirer et de reprendre l'élan pour la suite. Donc, voilà. Deuxième point de ta lecture, qui concerne l'intérêt à la politique française. La politique française, je crois que c'est vrai, parce que j'ai fait quand même des études françaises dans cette langue-là, et que pour rester au courant, pour être au courant de ce qui se passe dans cette culture, dans l'histoire de ce pays, etc., il faut suivre un peu l'information. Et puis j'ai trouvé le 49.3 quand même, dans une démocratie. Il n'a pas sa place, le 49.3. Dans une démocratie, il n'a pas sa place. Les décisions doivent être prises à l'unanimité, ou alors à la majorité, si ce n'est pas l'unanimité, au moins à la majorité. Et quand la majorité est contre, la décision doit être annulée, tout simplement. Le 49.3, c'est une mesure tout à fait dictatoriale. Et je trouve qu'il n'a pas sa place dans une démocratie qui est digne de ce nom. Donc je l'ai utilisé dans le texte, mais dans un contexte, qui n'a absolument rien à voir avec la politique. Moi-même, j'en ai beaucoup ri.
Bon, faire le lien, c'est faire le lien entre l'actualité et l'histoire qui nécessite un peu d'effort, un peu de réflexion. Évidemment, mais je me suis aussi, dans le même livre, il n'y a pas que la politique française, il y a aussi la guerre en Ukraine, il y a aussi, à travers Evgeny Prigojine, Evgeny Prigojine, ce milicien qui s'est, avec sa bande de malfaiteurs, et qui a attaqué la ville de Bakhmout, Soledar. Donc je fais référence. Un écrivain, ça fait feu de tout bois. Il trouve ses références là où il peut. Il les exploite comme il peut. Tout ça, ce n'est pas condamnable. Hein. Il faut le faire, mais il faut le faire avec élégance. Ouais. Et il faut le faire avec justesse. Hein, avec justesse, avec précision, avec justesse et avec beaucoup d'élégance, parce que nous sommes dans un domaine où on ne plaisante pas, c'est la littérature, malgré le rire, malgré tout. Le travail d'un écrivain qui fait un roman, c'est un travail sérieux, c'est un travail qui n'accepte pas les aberrations, qui n'accepte pas trop de simplicité. En plus, c'est écrit dans une très belle langue, la langue française. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et je voudrais simplement faire clore avec toi ce débat, un petit échange sur le récit, le roman, et l'essai. Et le fait de tenter l'essai, pour moi, c'est une aventure. Enfin, une aventure, pas dans le sens, si tu veux, négatif du terme, ou meurtrier du terme, mais c'est oser quelque chose. C'est oser quelque chose parce que quand on a l'habitude d'écrire des romans, des textes d'ordre de fiction, et là où il y a la créativité, il y a aussi, là aussi où il y a l'effort du récit et l'effort de la fiction. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et en même temps, on s'adonne à l'essai qui exige, pour moi personnellement, plutôt l'analyse et la réflexion. Et la rigueur scientifique. Exactement. Et la rigueur scientifique. Ce qui fait qu'il y a, si tu veux, un aspect plutôt objectif dans le récit qu'on ne retrouve pas dans le roman. Il y a toute une subjectivité qui parle dans le roman. Et donc, pour moi, comment tu as essayé d'articuler ces deux choses à la fois? Alors, premièrement, j'adhère tout à fait à ton analyse. Ce sont deux genres différents, très différents l'un de l'autre. Ils sont même aux antipodes l'un de l'autre, tout à fait. Et l'essai, c'est un travail scientifique, tu l'as bien dit, qui exige beaucoup d'application et de rigueur scientifique. Alors que la fiction, c'est autre chose. La fiction, on est dans la créativité totale, de bout en bout, avec des inspirations, avec des échos avec la réalité, etc. Mais c'est de la fiction. Alors, l'essai que j'ai écrit sur l'école marocaine, je rappelle que le titre c'est L'école marocaine, diagnostic d'un ex-enseignant. Et le sous-titre donne déjà une idée que ce n'est pas l'essai dans le sens rigoureux du terme, que c'est un essai dans le sens de Montaigne. Dans le sens de Montaigne, Montaigne disait dans l'introduction, dans la préface de ses essais, il disait c'est moi que je peins. C'est moi que je peins. C'est une phrase qui en dit long sur la conception de l'essai à l'époque. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Et donc, dans mon essai à moi sur l'école marocaine, il y a le sous-titre Diagnostic d'un ex-enseignant.
Un diagnostic, c'est scientifique, c'est un terme scientifique. Cela laisse entendre déjà au lecteur, avant de commencer à lire le livre, que j'évoque dans ce livre mon parcours d'enseignant. Donc je raconte aussi. Je ne fais pas qu'analyser. Il y a des passages où j'analyse, je compare, qui sont tout à fait scientifiques, et puis d'autres qui relèvent un peu de ma propre expérience, où je me peins, comme dirait Montaigne, où je me peins moi-même. Et donc il y a les deux à la fois dans ce livre. C'est pas un livre volumineux, mais c'était un projet que je portais en moi depuis très très longtemps. À l'époque même où j'exerçais encore, je me suis toujours dit, le jour où je quitterai l'enseignement, je raconterai un peu, je ferai quand même un peu le bilan de ces 30 années d'exercice dans l'éducation nationale. Et je l'ai fait. Et j'ai eu des échos très 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 positifs parce que les enseignants, surtout les enseignants, se retrouvent dedans. Ils se retrouvent dedans. Et j'ai fait des recommandations à la fin du livre. Alors maintenant, comment effectuer le passage de la fiction à l'essai? Tu as parlé du mot aventure, c'est une aventure, je partage tout à fait. Moi, je ne me suis pas posé des questions d'ordre théorique, pas du tout. Ce projet, je l'ai construit depuis très longtemps mentalement. Et puis, voilà, faute de temps, je ne l'ai pas fait en 2016, parce que je voulais le faire en 2016, la date où l'éducation nationale a finalement accepté de me libérer. J'avais beaucoup de travaux à faire en littérature, et donc je vais reporter d'année en année jusqu'à l'année dernière, l'année d'avant, j'ai commencé donc à l'écrire. Et pour ne rien te cacher, je ne me suis pas du tout posé de questions d'ordre méthodologique. Quand j'ai commencé à écrire cet essai, je me suis lancé dedans et je l'ai écrit pratiquement d'une traite. Hein. Et puis je l'ai peaufiné, c'est le travail de l'écrivain. Hein. Je l'ai peaufiné pendant quelques mois. Et voilà, aujourd'hui je reçois, comme je l'ai dit, je reçois des échos très très positifs. Très bien, très bien. Alors par contre, je voulais aussi, je voulais juste ajouter un mot sur les, puisque tu as évoqué au début de cette rencontre, tu as évoqué mes 2 livres en langue amazigh, mes 2 romans écrits en langue amazigh. Je voulais juste rappeler une anecdote, parce que quand j'ai commencé à écrire le premier livre, Tizintinmen, le temps de l'école, qui est sorti en fait 2e, mais c'était le premier que j'ai écrit. Et c'est l'IRCAM qui s'est chargé de sa publication. Quand j'ai commencé à écrire, avant même que je commence à écrire, je me suis dit, ça va être simple. Ça va être une promenade de santé. Parce que la langue, je la connais, il a fallu juste que j'apprenne la graphie, Tifinagh. La graphie Tifinagh, je ne la connaissais pas. Et je me suis dit, je vais apprendre la graphie Tifinagh et je me lancerai dans l'histoire. Je connaissais l'histoire, je savais d'où je partais, vers quoi j'allais. Et je me suis dit, ça va être très simple, puisque la langue, je l'ai dans le sang, il coule dans mes nerfs. Eh bien, je me suis trompé. Je me suis rendu compte que c'est aussi compliqué que d'écrire dans une langue étrangère. J'ai énormément galéré pour écrire ce roman dans ma langue maternelle. J'ai autant galéré qu'en français, peut-être même un peu plus. Est-ce que parce que je suis plus exigeant dans cette langue qui est la mienne que dans l'autre? Je ne sais pas, mais j'ai beaucoup galéré aussi bien dans le premier livre, Tizintinmen, que dans le deuxième, Le temps des choses, qui est sorti premier à Agadir, chez Tierra, Association des écrivains amazigh. Et j'ai énormément galéré dans l'écriture, même si il s'agit de ma langue maternelle, la langue que j'ai toujours parlé, que je parle encore aujourd'hui au village avec les gens. Voilà, je ferme cette parenthèse sur ces 2 romans. Je te souhaite bonne continuation. Merci. Donc on a
fini tous les thèmes sur lesquels on a débattu. Je crois qu'on a fait un très bon travail d'échange, de réflexion. Et avant de clore avec toi, je voudrais, si tu le permets, lire un passage de ce roman. De Kala, la plus grande du Sud. Il est le lieu où la vie ne s'arrête jamais à Marrakech. De jour comme de nuit, 7 jours sur 7. Outre les voyageurs souvent en transit, tous les noctambules de la ville y passent à un moment ou à un autre de la nuit. Certains y vont pour boire un verre, manger un bout, acheter des cigarettes ou tout simplement pour tuer le temps. Le lieu est aussi fréquenté par les marginaux de Marrakech, les sans-abri, les mendiants, les fous, les demi-fous, les clochards, les dealers, les prostituées dites bas de gamme, les pickpockets, les toxicomanes, les sodomites, les travestis, les rabatteurs, les célibataires en quête de jeunes fugueuses, les vieilles femmes en mal d'amour. À la gare routière de Bab de Kala, qui kiste un adage local, tout le monde trouve chaussures à son pied. Oui, c'est une description ethnologique de la gare, des gares routières, qui pourrait être celle de Bab de Kala de Marrakech, mais qui peut être aussi celle de toutes les gares routières du pays. On y retrouve toutes les catégories d'humains, des plus intéressants aux moins intéressants. Toute la gamme, en fait, toute la gamme humaine est représentée là. C'est une micro-société marocaine. Représentative. Oui, voilà. Je voudrais, chers amis qui me suivent, avant de donner le dernier mot à notre ami Mohamed Nedali, je voudrais simplement dire que le site Awraq choisit la qualité. Choisit la de par ses invités et de par ceux et celles qui contribuent à la promotion de la culture et de la lecture. Et le fait d'organiser un deuxième débat autour du dernier roman de notre ami Si Mohamed Nedali, qui Il fait nuit chez les Berbères, prouve que notre souci, c'est la qualité. Et donc, au nom de tous les amis du site Awraq, je remercie Si Mohamed d'avoir accepté cette première, c'est-à-dire la présentation, l'échange sur son roman. Et je te donne le dernier mot. C'est à moi de te remercier et le plaisir est partagé, Serge Moujid, de te recevoir et une fois encore ici à Taïnaout. Je te remercie d'avoir fait le déplacement déjà de très loin, d'être venu de loin. Je remercie également notre technicien pour le travail de Adam, je le remercie aussi. Et ça me fait plaisir de débattre avec toi parce que tu vas au fond des choses. Tu as une façon de lire une façon approfondie d'aller au-delà des lignes, et de détecter le roman, d'aller au-delà des lignes et de faire aimer le livre
aux futurs lecteurs. Encore une fois, merci et à la prochaine. Merci, Simon. Merci à toi. Merci.